Merci d'être venu ce matin. Au vu de ce que vous nous avez dit, il y a un petit peu tout type de cas. Des personnes nous entendent de France, d'autres déjà du Portugal, avec donc des idées pour développer leur activité autant en tant qu'auto-entrepreneur comme société. On va parler un petit peu des deux choses, mais je vous admets que cette présentation est plus tournée vers la réalité de société. Mais n'hésitez pas après à nous poser les questions ou à même prévoir un rendez-vous pour analyser votre cas concret, pour qu'on voit ensemble comment on peut vous accompagner, puisque là, on va vous donner un petit peu de visibilité générale sur le panorama fiscal du Portugal, sur les questions les plus récurrentes qui arrivent au quotidien dans la gestion des sociétés pour les clients qu'on accompagne. Donc après, si vous avez des cas très spécifiques que vous souhaitez analyser, n'hésitez pas à revenir vers vous et on conviendra un Zoom ou vous recevoir dans nos locaux à Lisbonne pour analyser tout ça. Donc, avant de commencer, je me présente moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginia Morera. Je travaille chez Jungle. Jungle, c'est un bureau de comptabilité, fiscalité et payroll. Donc, on est partenaire des entrepreneurs qui s'installent à Lisbonne ou qui développent des activités à Lisbonne pour tout ce type de sujet dans l'accompagnement et l'aide à la décision au sein de leur société. Euh, on a donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler un petit peu des tips. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran, j'ai un petit delay là. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de nous, qu'est-ce qu'on fait, du panorama fiscal au Portugal, comment optimiser vos charges. Et donc, il y a beaucoup de doutes qui arrivent très souvent relativement à la rémunération des dirigeants, surtout quand on parle d'une réalité fiscale des fois un petit peu complexe où j'habite dans un pays, je gagne de l'argent dans l'autre, la société est au Portugal, donc qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Il n'y a pas de règle ni de réponse secrète ou de solution idéale pour tout le monde, il faut vraiment analyser au cas par cas, mais on va vous expliquer en tout cas les éléments qu'il faut prendre en compte pour cette réflexion. Donc, relativement à Jungle, comme je vous disais, on propose un accompagnement complet et sur mesure relativement à la comptabilité, fiscalité, gestion de paye et fiscalité personnelle. Donc, les sociétés sont faites la plupart donc, de personnes qui ont également besoin d'accompagnement. Donc, on ne peut pas isoler les cas particuliers de chacun des décisions de la société, puisque quelque chose qui impacte le salaire du gérant, par exemple, va toucher à sa vie personnelle et également à la société. On a la possibilité de vous accompagner également sur les sujets particuliers, même tout ce qui est administratif lors de votre installation, vous venez de déménager, vous avez besoin d'un NIF, d'un NIS, de solliciter des choses à l'autorité fiscale ou de vous enregistrer un régime fiscal particulier. On a une équipe de fiscalistes qui est en mesure de vous aider là-dessus. On a un service trilingue, donc comme vous entendez, je parle français puisque j'ai vécu en France et c'est le cas de toute l'équipe de gestion de clients, des profils francophones qui ont vécu en France, en Suisse et c'est France et Suisse surtout. Donc, on a une organisation vraiment dédiée aux clients. Pourquoi? On a compris qu'il y a un petit phénomène sur le marché et c'est une tendance pour les bureaux de comptabilité, surtout au Portugal, où les équipes normalement sont composées de comptables et de personnes qui gèrent plus l'administratif, qui servent de lien avec les autorités fiscales. Et au-delà de ça, en fait, les entrepreneurs ont besoin de quelqu'un qui les accompagne, qui les écoute, qui les aide à analyser et à connaître la réalité locale puisque très souvent, les étrangers qui arrivent ne savent pas les codes, le fonctionnement fiscal, comptable. Beaucoup de choses ressemblent à la France, puisqu'on est quand même dans l'Union européenne et d'une façon générale, les codes, le langage comptable, etc. est le même, mais les règles ne le sont pas nécessairement. Donc, il faut bien analyser au vu de vos objectifs et de la réalité et de la législation portugaise, ce qui est possible de se faire. Donc, c'est pour ça qu'on a le pôle de gestionnaire de clients qui est la personne qui sert de point de contact entre l'équipe technique et le client et qui est là au quotidien pour vous assister, pour répondre à vos appels, vos messages et analyser, donc au vu de la comptabilité de votre société et de vos objectifs, quelle est la meilleure solution. Actuellement, donc, on est également en solution de la Team France Export. Donc, c'est un programme de Business France. Je ne sais pas si vous connaissez une agence qui est mandatée par le gouvernement français, qui assiste les entités, les sociétés qui veulent développer leurs entreprises au Portugal. Et donc, il y a toute une liste, un petit peu comme la logique du réseau d'experts, de partenaires de confiance qui peuvent vous accompagner. Et on fait partie de ce réseau également. On est actuellement 23 déjà, donc c'est une petite structure mais qui grandit. Ça fait 5 ans que Jungle existe et on accompagne les sociétés dans tout type de secteur d'activité. Donc tout à l'heure, Vincent, je pense vous parler dans l'IT ou même dans le tourisme. On accompagne des restaurants, des sociétés plus administratives, d'autres dans la vente, dans le textile. On a vraiment tout type de secteur et une équipe comptable qui est en mesure de vous accompagner et de vous conseiller pour le traitement comptable et fiscal dans ce domaine d'activité spécifique.
Au-delà de la comptabilité et fiscalité, quand il y a des besoins, bien sûr, au niveau des sociétés qu'on n'arrive pas nécessairement à vous accompagner, on a des partenaires stratégiques pour le faire, par exemple des avocats, des personnes qui sont dans l'immobilier pour vous aider à trouver des bureaux ou même une maison à titre particulier. Donc, on a un réseau de partenaires qui arrivent à vous accompagner pour les sujets lesquels on n'a pas nécessairement la main ou les connaissances pour. Et donc, on est actuellement à peu près en train d'accompagner 340 clients sociétés et une centaine de particuliers sur des demandes plus ponctuelles, les déclarations d'IRS, annuelles surtout, et ponctuellement du consulting. Donc, on vous a dit un petit peu tout sur Jungle. Je ne sais pas si certains d'entre vous nous connaissez déjà. L'idée, donc là, c'est de vous parler du panorama fiscal au Portugal pour comprendre ce qui a du sens au vu des règles locales pour votre activité. Par exemple, tout à l'heure, que certains d'entre vous parlaient. Ah, vous ne voyez plus l'écran, je pense, la présentation. Si? On Rachel, vous voit, voyez ma on voit la présentation? Si, si. présentation, Virginia. On Ah, voit, parce que moi, voilà. je ne la Très vois bien, plus. t'inquiète pas. OK. Attendez, là, c'est bon. OK. Donc, certains d'entre vous parlaient de potentiellement développer des activités à titre personnel, par exemple dans l'IT, dans le skipper de bateau pour Laurence. Il faut se poser en fait les bonnes questions pour comprendre ce qui a du sens. Au Portugal, actuellement, il existe plusieurs solutions. Donc, vous pouvez, tel comme en France, être auto-entrepreneur, par exemple, si votre besoin est juste, je veux développer mon activité, je veux facturer et je n'ai pas nécessairement le besoin de passer par une structure de société. Donc, pas besoin d'avoir une personne morale derrière l'activité. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai pas beaucoup de dépenses. Donc, être auto-entrepreneur vous permet de facturer, d'avoir des revenus qui vous appartiennent directement à titre personnel et non à la société, d'être imposé que en tant que personne physique et si vous n'avez pas beaucoup de coûts qui sont associés à l'activité, ce qui arrive très souvent dans des activités de prestation de services de propriété intellectuelle, par exemple, où maximum vous avez des bureaux, une facture d'Internet et très peu de dépenses fixes pour développer l'activité. Donc là, en réalité, la plupart des cas, c'est plus intéressant de rester en auto-entrepreneur puisqu'il y a des déductions automatiques qui se font déjà en termes de revenus. Par exemple, actuellement, une activité de consulting au Portugal, vous n'êtes imposé que sur 75% de ce que vous facturez. Alors que si vous passez par une structure société et vous n'avez pas de dépenses à déduire, parce que c'est ça l'avantage, c'est de pouvoir déduire vos coûts associés à cette activité, ben vous vous retrouvez peut-être à payer plus en tant que bénéfice imposable. Et en plus, vous payez donc les obligations comptables, la TVA, la sécurité sociale. Donc, il y a plusieurs obligations en société qui, des fois, ne sont pas justifiées quand on parle d'une activité, d'une prestation de service individuelle. Par contre, si vous avez plusieurs associés, vous voulez développer, vous voulez investir, vous avez des locaux physiques ou plus de 25% de dépenses associées à votre société ou à votre activité, là oui, il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant ou pas de créer une structure et de développer plutôt une société au lieu de juste facturer en auto-entrepreneur. Pour vous donner une idée, les auto-entrepreneurs peuvent facturer jusqu'à 200 000 euros par an sans avoir de comptabilité organisée. À partir de cette somme, l'obligation du comptable apparaît également. Et donc là, le fonctionnement ressemble un petit peu à la réalité de la société. Vous pouvez déduire tous vos coûts et vous payerez des impôts que sur le bénéfice net de l'activité. Donc, il faut vraiment analyser au cas par cas, au vu de ce que vous souhaitez, des autres revenus que vous avez également et des objectifs pour voir si auto-entrepreneur est une bonne solution ou si vraiment vous voulez passer par une structure société. Quand on parle de société, donc il y a des obligations, autant mensuelles comme trimestrielles, annuelles. On parle de l'obligation, bien sûr, de communiquer vos ventes. Au Portugal, je pense que vous avez tous déjà entendu parler, parce que maintenant en France, c'est également la réalité, il y a l'obligation d'avoir des factures certifiées et que tout soit informatisé. Ici, ça fait déjà peut-être 10 ans, je pense que c'est le cas. On est déjà sur des logiciels de facturation certifiés, validés par les finances, qui automatiquement communiquent vos ventes tous les mois. Donc en réalité, le rôle du comptable, dès que les ventes sont déclarées, c'est de faire vos conciliations bancaires, de déclarer toutes vos dépenses pour garantir que vous récupérez de la TVA, que vous arrivez à la déduire, faire le bilan annuel, faire le calcul de l'impôt sur les sociétés et enregistrer les comptes, puisqu'il y a une obligation pour toutes les sociétés d'enregistrer les comptes auprès du registre de commerce. Il faut remplir, on va dire, tout un formulaire un petit peu statistique relativement à vos salariés, à l'activité que vous développez, etc. Et donc, c'est le comptable qui s'en occupe et il y a cette obligation de l'enregistrer annuellement.
En termes de TVA, donc la TVA, c'est un gros sujet au Portugal, surtout qu'en France, bon, comme vous le savez, la TVA est plus petite. Donc la TVA, d'une façon générale, au Portugal, c'est 23%. Après, il y a une TVA intermédiaire et une réduite, en dépendant de ce que vous faites et ce que vous achetez. La réduite est, par exemple, pour tout ce qui est bien essentiel, alimentation, boissons non alcoolisées, livres, médicaments, même la rénovation de biens immobiliers puisqu'on est sur une réalité au Portugal où il y a encore beaucoup de biens et de zones historiques qui ont besoin d'être récupérés. Donc le gouvernement, pour motiver, inciter un petit peu à l'achat de ces biens et à la rénovation, la TVA est réduite si vous achetez quelque chose dans une de ces zones et rénovez le bien. Si on parle d'activité à l'international, donc par exemple pour quelqu'un qui fait du consulting depuis le Portugal mais qui a que des clients étrangers, dans ce cas-là, il n'y a pas de TVA. Pourquoi? Les sociétés étrangères n'ont aucune obligation de payer de la TVA au Portugal. Seulement si elles se déplacent localement, organisent quelque chose sur place, font des achats ici. Sinon, juste avoir un prestataire de service au Portugal ne les rend pas comme assujettis à la TVA. Donc, c'est intéressant pour vous si vous êtes prestataire de service et vous avez des clients à l'international, puisque ça vous rend également plus compétitif, puisque vous n'allez pas faire payer la TVA à 23% à vos clients. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Il faut juste, pour appliquer cette règle, avoir le numéro de TVA intracommunautaire quand on parle de l'Union européenne. Hors Union européenne, il n'y a pas de numéro de TVA à mettre. Vous pouvez juste mettre la TVA à zéro. Mais donc, pour les sociétés dans l'Europe, c'est faire votre facture, identifier que vous n'allez pas taxer de TVA. Et pour qu'elle soit correcte et bien acceptée auprès du fisc portugais, il faut juste identifier le numéro de TVA intracommunautaire de votre client. Pour récupérer la TVA, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, la TVA, la logique de la TVA, c'est quoi? Si vous avez de la TVA à rendre à l'État, puisque vos clients vous la payent, et il faut jamais compter là-dessus, c'est de l'argent qui vous appartient. Malheureusement, vous êtes juste intermédiaire, le client vous la paye et vous devez la rendre à l'État. Mais toutes les factures que vous avez payées jusqu'à date, tous les coûts que vous avez avancés et les dépenses pour votre activité ont également de la TVA sur les factures. Par exemple, la facture du comptable, la facture de prestataires de services dont vous avez besoin ou de matériel que vous achetez. Et comme vous avez déjà payé de la TVA sur ces factures-là, au moment de la déclaration, le comptable va déclarer toutes vos dépenses, déclarer ce que vous avez vendu et donc quelle est à la fin la TVA que vous devez vraiment à l'État. Et c'est cette différence qui est à rendre. Dans le cas où vous avez un investissement, par exemple, qui vous oblige à avancer énormément de TVA, ça arrive beaucoup dans l'immobilier ou dans le lancement de projets où il y a des travaux à faire ou beaucoup d'investissements pour démarrer. Donc, vous avez plus de coûts en réalité puisque vous n'avez pas encore vendu et vous avez déjà fait énormément de dépenses. Dans ce cas-là, normalement, vous avez un crédit de TVA. Et donc, pour ne pas laisser énormément de trésorerie auprès de l'État, il est possible de faire une demande de remboursement aux finances. Comment il faut faire? Cette demande de remboursement est possible après 12 mois d'activité ou alors, si vous avez déjà plus de 3 000 € à récupérer, c'est possible de faire sur la déclaration de TVA suivante. Donc, imaginons, vous êtes sur les 6 premiers mois d'activité. La déclaration de TVA que vous allez faire suite à avoir complété les 3 000 € à déclarer, donc à récupérer sur le trimestre prochain, vous pouvez demander un remboursement de TVA, histoire de ne pas noyer votre trésorerie ou même des fois au tout début vos marges dans la TVA que vous rendez à l'État. Quand vous avez donc on a déjà parlé un petit peu de TVA, de dépenses, de facturation. Donc à la fin de tout ça, quelle est la réalité des sociétés au Portugal? Combien est-ce que vous payez d'impôts? Donc, l'IS au Portugal, c'est l'IRC, é o Imposto de Rendimento de Pessoas Coletivas. C'est l'impôt sur les sociétés. Et donc, les tranches d'imposition là-dessus sont, si vous gagnez jusqu'à 50 000 € de bénéfices, attention, pas de facturation ni de chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Donc, votre facturation moins toutes les dépenses, vous payez 15% à l'État en IRC. Au-delà des 50 000, la deuxième tranche, bien sûr, la première, elle sera toujours à 15, l'impôt passera à 19. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, la tendance en Union européenne et surtout en France, c'est quand même d'augmenter les impôts. Et au Portugal, on est complètement en modalité inverse. Il y a 2 ans, l'impôt était à 21%, le plus élevé. L'année dernière, il est passé à 20%. Et là, on est à 19. Donc la tendance, c'est que les impôts sur le revenu des sociétés baissent. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de permettre aux investisseurs et aux sociétés d'avoir plus de marge, plus de trésorerie, de payer moins d'impôts. Donc, il y a cette tendance où l'impôt sur le revenu des sociétés baisse pour permettre aux sociétés, parce que la réalité au Portugal est surtout de beaucoup de petites et moyennes entreprises, donc de façon à que ce ne soit pas si lourd en termes d'imposition, il y a une tendance de baisse pour l'impôt sur les sociétés.
Par contre, il faut bien faire attention pour ceux qui ont déjà des sociétés. Je pense que vous avez peut-être déjà eu des surprises relativement aux taxes autonomes, parce que très souvent, les comptables n'en parlent pas ou les dirigeants ne sont pas alertés sur ces sujets. Les taxes autonomes et DREM, c'est des impôts que vous payez au même moment de la déclaration de revenus de la société. Donc tous les ans, jusqu'au mois de mars, au 31 mars, on doit fermer les comptes. Jusqu'au mois de mai, les soumettre et vous vous retrouvez à payer les impôts sur la société normalement jusqu'au mois de juin, juillet. Quand on paye ça, donc imaginons, vous n'avez pas de bénéfice parce que vous êtes sur la première année, vous avez eu énormément de dépenses, donc en réalité, vous n'avez pas de bénéfice à payer en termes d'IRC. Par contre, ça ne veut pas dire que vous aurez zéro à payer à l'État parce qu'il y a les taxes autonomes et DREM. Les taxes autonomes, c'est quoi? C'est toutes les dépenses liées aux véhicules, aux frais de représentation et aux factures que vous n'avez pas justifiées. C'est pour ça que c'est si important de justifier tous vos coûts, toutes vos dépenses. En fait, ce qu'il faut penser comme référence, c'est toutes les lignes que vous avez dans vos relevés bancaires de la société doivent être justifiées. Si elles sont toutes justifiées par des factures de vente et des factures d'achat, tout est bon. Normalement, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Si les dépenses ne sont pas justifiées, vous pouvez être imposé sur ces montants parce qu'en fait, l'État assume que c'est des dépenses qui ont pu être faites à titre personnel ou abusivement, qui n'ont rien à voir avec l'activité de la société. Et donc, comme elles ne sont pas justifiées, vous avez des taxes autonomes à payer là-dessus qui peuvent aller jusqu'à 50%. Donc, le critère vraiment, c'est de bien justifier toutes vos dépenses et comme ça, vous êtes sûr que si vous avez une facture avec le NIF de la société et que ce que vous avez fait, donc ce que vous avez payé est clairement associé à l'activité, il n'y a aucun doute et ça ne va pas vous mettre dans cette situation ni à payer ces pénalités. Pour les frais de représentation qui sont beaucoup plus communs, ça arrive, vous avez besoin de vous déplacer, vous allez payer un restaurant à un client, à un partenaire ou à quelqu'un qui va vous aider à développer l'activité, aucun problème, vous pouvez mettre la facture avec le NIF de la société. Par contre, à la fin de l'année, même si la dépense a bien été prise en compte, pour éviter des abus sur les frais de représentation, il y a une taxe autonome qui est entre 10 et 20% de la facture. Donc imaginons que vous avez 3 000 euros en frais de représentation, ben, vous payerez minimum 300 euros sur ces factures-là en taxe autonome. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'à partir du moment où les frais sont réels et que vous avez vraiment besoin de les faire, ben, les autres 90 sont quand même pris en compte et déduits de votre facturation. Donc en réalité, c'est important à avoir ça en compte parce qu'en termes de trésorerie, il faut prévoir ces sommes à payer, mais vos dépenses sont quand même justifiées. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les faire. Juste prenez bien ça en compte dans la trésorerie parce que vous allez vous retrouver sinon l'été à payer des impôts et des taxes sans comprendre d'où ça vient et sans nécessairement être préparé pour. EDRAM, c'est l'impôt donc, qui est municipal. Ça dépend d'où est-ce que vous êtes installé, donc où est le siège social de la société. Et ça s'applique seulement aux entreprises qui ont un bénéfice imposable. Donc, celles qui payent de l'IRC. Si vous ne payez pas d'IRC, vous n'aurez pas de DREM. Et ça peut aller jusqu'à 1,5. Par exemple, je sais vous dire que Lisbonne, c'est le cas, c'est 1,5. Alors que les régions du nord du pays, du centre ou Alentejo, comme les mairies veulent développer et veulent inviter les entreprises à s'installer sur place, DREM est presque inexistante ou alors à des taux beaucoup plus réduits que sur Lisbonne ou Porto. Donc, c'est intéressant d'analyser. Quand on parle de petites structures, 1,5, c'est pas énorme. Par contre, dans des grandes sociétés, ça peut être représentatif en termes de paiement. On parlait un petit peu de charges. Donc, je vous ai parlé des dépenses, par exemple, de restaurant, de déplacement, les impôts que vous avez à payer. Mais donc, pendant l'année, et bien sûr, pour développer une activité, vous êtes obligé d'avoir des dépenses. Ça serait parfait si la facturation serait tout un bénéfice, mais ce n'est pas le cas. Donc, quelle est la meilleure façon d'optimiser les charges que vous ne pouvez pas éviter, puisque vous devez payer des salariés, vous avez potentiellement des locaux et des dépenses qui vous obligent, qui sont obligatoires pour développer votre activité. Donc, est-ce qu'il y a des solutions déjà prévues dans la loi et c'est lesquelles? Donc là, on va vous donner quelques exemples. Une des clés est effectivement de bien structurer des charges, de bien avoir la notion de qu'est-ce que vous pouvez ou pas déduire. Parce que le fait qu'une charge soit considérée dans la comptabilité, ça ne veut pas dire qu'elle soit prise en compte par les finances. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, notre directeur m'expliquait que la comptabilité, je pense que c'est une bonne comparaison pour comprendre de façon simple. La comptabilité représente l'histoire de votre société. Donc l'histoire, qu'elle soit bien racontée, que la société soit bien gérée ou pas, tout ça va se voir dans la comptabilité. Donc ça veut dire que si vous faites des dépenses qui ne sont pas justifiées, si vous avez très peu de marge, tout ça, ça va se voir dans la comptabilité. Par contre, fiscalement parlant et auprès des finances, ça ne veut pas dire que les finances vont accepter l'histoire qu'on raconte.
elles veulent bien sûr connaître l'histoire parce qu'il y a des indicateurs de référence qui vont leur permettre de vous imposer ou de comprendre ce qui se passe au sein de votre structure. Donc, ils en ont besoin et c'est obligatoire. Donc, le rôle du comptable, c'est de raconter ce qui se passe entre vos murs. Donc, c'est pour ça qu'on a également besoin de vous. Et c'est un travail d'équipe pour comprendre les objectifs, connaître un peu vos fournisseurs, vos clients, qu'est-ce que vous faites au quotidien. Sinon, si on reçoit juste des documents, ça ne va pas nous permettre de vous aider, de bien classer les factures comme il faut pour être sûr que l'histoire soit bien racontée. Donc, toutes les dépenses qui sont prises en charge et qui sont considérées comptablement parlant ne sont pas nécessairement déductibles ni prises en compte fiscalement. Donc, pour qu'elles soient prises en compte fiscalement, comme je vous disais, la règle principale, c'est les factures doivent être documentées avec le NIF de la société, le montant total de la transaction, avec la TVA indiquée séparément, le nom et l'adresse du fournisseur. Et bien sûr, ça doit être facilement justifiable que cette dépense était nécessaire au développement de l'activité. Et pas juste je fais mes courses, je mets le NIF dessus, ou je fais un voyage et je mets mon NIF sur les billets. Donc, il y a déjà des modalités et des choses qui existent pour tout ce type de besoins, les déplacements, les frais de représentation. Il y a des solutions, je vais vous en parler juste après. Donc, l'idéal vraiment, c'est de tout bien justifier, de profiter de ces compléments de salaire et crédits d'impôt qui existent pour éviter des cotisations sociales. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, si vous avez un déplacement et vous voulez vous faire rembourser ce déplacement, vous le mettez sur votre salaire. Juste, OK, le voyage, j'ai payé 300 euros le billet d'avion, je vais mettre 300 euros sur ma fiche de paye. Vous vous retrouvez à payer de la sécurité sociale et de l'IRS là-dessus. Il n'y a pas de sens puisqu'il y a des objets, des instruments qui existent déjà pour ça. Donc, je vous en parle un petit peu. C'est quoi? Il y a les frais de représentation et il y a des aides journalières. C'est des sommes quotidiennes qui peuvent vous être versées sans payer de cotisation sociale ni d'IRS là-dessus. Il y a des plafonds, bien sûr. Ça peut aller jusqu'à 72 euros par jour ou 167, en dépendant de si c'est des placements nationaux ou internationaux. Et donc, jusqu'à cette somme-là, les déplacements sont justifiés, tout va bien pour la comptabilité et vous ne vous retrouvez pas à payer de la sécurité sociale et de l'IRS sur ces sommes. Donc, en réalité, ça vous permet de compenser la dépense ou de vous faire totalement rembourser, en dépendant de combien on parle, sans avoir derrière des charges sociales à payer. Autant pour vous en tant que gérant comme pour des salariés. Si vous avez un salarié qui se déplace au nom de la société, par exemple, il y va avec sa voiture personnelle. Vous n'arriverez pas à passer la facture de l'essence, par exemple, parce que la société n'a pas de voiture. Donc, vous n'arrivez pas à justifier la facture d'essence sans avoir de véhicule. Mais le déplacement a vraiment eu lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a un remboursement qui est fait à titre de frais kilométriques aux salariés, qui est de 40 centimes par kilomètre à peu près. Ça sera mis sur sa fiche de paye. Et pour la comptabilité de la société, tout va bien. Le salarié s'est fait rembourser. Vous avez pu déduire ce coût parce qu'effectivement, il était nécessaire. Il a été fait dans le contexte de la société. Pareil pour des primes de repas. Donc ça, c'est un supplément qu'on peut payer autant aux gérants qu'aux salariés qui sont exonérés d'IRS et de cotisations sociales. Ça peut aller jusqu'à 6,15 € par jour en espèces ou 10,46 € par jour sur carte. Donc l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, c'est une somme nette que vous arrivez à dépenser sans ne payer de cotisations sociales ni d'IRS, comme je le disais. Pareil pour la formation. Donc, tout ce que je vous donne comme exemple, c'est des aides qui sont pour, on va dire, les piliers essentiels pour la vie quotidienne. Donc, on parle de alimentation, déplacement, santé, éducation et déplacement à nouveau. Donc, c'est pas pour des dépenses accessoires, c'est vraiment pour ce qui est essentiel au développement de l'activité et à la vie quotidienne. Et donc, par exemple, il y a également la solution sociale du chèque crèche et chèque éducation qui est plutôt intéressant au vu de la réalité du Portugal. Je ne sais pas si vous avez tous cette notion, mais on a eu une situation il n'y a pas longtemps avec un client qui était très très bien informé, il venait passer toutes ses vacances au Portugal, il connaissait la réalité du Portugal, fiscalement, il savait ce que ça impactait le fait de déménager, mais il avait oublié un détail, qui n'est pas un détail, qui est très important, c'est qu'il y a une énorme difficulté actuellement à trouver des crèches et des écoles pour les enfants. Et donc, au vu de ça, il y a plusieurs modalités que l'État possibilite et qui veut également aider les sociétés à vous accompagner dans les difficultés. Donc, ça veut dire quoi? Imaginons, vous venez d'avoir un bébé, vous avez besoin d'une augmentation pour couvrir la crèche. Si la crèche vous coûte 300 euros et on vous augmente sur votre salaire 300 euros, pareil, vous va payer 23,75 de sécurité sociale, vous allez payer des impôts sur votre revenu à la fin de l'année. Donc en fait, c'est une charge énorme pour la société pour que ça vous permette de récupérer la somme nette pour faire face à cette dépense. Donc, il existe la possibilité d'avoir un chèque crèche qui est pour les enfants jusqu'à 7 ans et éducation, ça va de 7 à 15,
qui, dans le cas du chèque crèche, est une somme qui est nette, un peu comme la logique de la carte panier repas. Vous pouvez toucher et payer la crèche avec ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le chèque crèche, il existe et vous pouvez l'utiliser que dans le réseau partenaire, donc les crèches et les écoles qui sont abonnées et qui font partie de la liste de l'État qui acceptent ce chèque crèche. Contrairement au chèque éducation, où c'est une somme qui vous est versée sur votre salaire, ça va jusqu'à 1 100 € par enfant. Et vous continuez à être exonéré de sécurité sociale. Par contre, pour le chèque éducation, il y a quand même un paiement d'IRS. Mais c'est quand même intéressant à savoir puisque c'est des solutions qui existent, qui finissent par donner des avantages autant à la société qui réduit les coûts, comme à la personne qui reçoit l'argent, bien sûr, parce que ça lui permet d'avoir plus de trésorerie sans augmenter les charges associées à ce bénéfice. En termes toujours d'avantages de l'État et dispositifs fiscaux, surtout quand les sociétés démarrent, souvent, vous avez besoin de recruter. Et donc, effectivement, le recrutement, même si au Portugal, les charges sont beaucoup moins représentatives qu'en France, on parle d'une réalité où en France, je sais que vous êtes autour des 50%, par exemple, pour les cotisations sociales, alors qu'ici, on est sur 23,75. Les salaires sont plus bas, les heures de travail, donc on travaille sur 40 heures au Portugal, alors qu'en France, c'est sur les 35. Donc, il y a pas mal de choses différentes qui, pour les employeurs qui recrutent au Portugal, ils font beaucoup d'économies. En plus, les talents et les ressources au Portugal sont très qualifiés, sont reconnus pour être anglophones, francophones. Donc, il y a de plus en plus de sociétés étrangères qui s'installent pour recruter sur place, puisqu'il y a des avantages autant en termes de qualité comme des avantages économiques et fiscaux sur la situation. Mais donc, au-delà de tout ça et des économies directes que vous faites en embauchant quelqu'un, il y a également des avantages de l'État et des dispositifs qui vous permettent de récupérer des avantages, par exemple, ou des exonérations relativement à la sécurité sociale. Si vous recrutez des jeunes de moins de 35 ans, des chômeurs qui sont inscrits depuis plus de 12 mois ou qui ont plus de 45 ans, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, entre autres, donc il y a toute une liste de cas de figure. Si vous recrutez des personnes qui sont dans ces profils-là, vous pouvez être exonéré jusqu'à la moitié des cotisations sociales pendant 5 ans, ou alors 100% pendant 3 ans. Quand il y a des embauches qui sont directement via l'IFP, donc l'IFP c'est le Centre d'emploi et de formation professionnelle au Portugal, vous pouvez avoir une subvention directe parce que vous embauchez quelqu'un qui est inscrit, qui peut aller jusqu'à 8 464 € par embauche. Donc, c'est des choses que, surtout quand on démarre et on lance l'activité, quand c'est une activité qui a vraiment besoin de ressources et de salaire et on a très peu de visibilité sur la facturation, les clients qu'on va avoir, mais on ne peut pas ne pas recruter, c'est intéressant d'analyser tout ça et de vous faire accompagner pour avoir ce type de support et d'aide. Après, donc, quand on parle, là, on parlait surtout de recrutement. Mais il y a également d'autres besoins d'investissement, par exemple le choix de besoin de machines, d'outils, d'ordinateurs, de bureaux. Donc, si les entreprises investissent dans des actifs qui leur permettent de développer l'activité, il y a des aides de l'État. Et donc, il y a un régime fiscal, dans ce cas-là, c'est au RFI, qui aide à l'investissement. Donc, il vous permet quoi? Au-delà de déduire tout simplement la dépense, comme dans toutes les sociétés, vous avez une dépense associée, ça va vous permettre de la déduire. Il y a un supplément donc une possibilité de déduire de 10 à 25% de montant de l'investissement dans le cadre de l'IRC. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si la dépense, au lieu d'être prise en compte à 100%, elle va être prise à 110 ou à 125%. Ce qui est très intéressant pour vous parce qu'en réalité, vous n'avez pas payé les 125 ni les 110, mais c'est assumé dans vos déductions pour les impôts à payer que cette dépense a eu lieu. Donc, on a un petit exemple. Si une entreprise investit 100 000 € en machines et outils, elle peut déduire 10 000 € ou à 25 000 de son bénéfice imposable. Un autre avantage, donc tout ça, c'est des situations qui existent qu'il faut analyser au cas par cas. Certains sont cumulables, d'autres non. Il faut voir ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus logique au vu de votre structure. L'incitation, la capitalisation des entreprises, qu'est-ce que c'est? Ben, pour encourager les entreprises à renforcer leurs capitaux propres, donc en leur permettant de réduire les impôts à payer, pour aider à la stabilité des sociétés. En fait, l'État dit que l'idéal, c'est que les associés ne récupèrent pas toujours des dividendes. Comme je vous disais, on est surtout sur des PME, sur des structures qui grandissent petit à petit. Et on n'a pas énormément de multinationales au Portugal, ni une stabilité économique qui permettent de récupérer énormément de dividendes. Donc, pour encourager les entreprises à renforcer les capitaux propres, à maintenir la société stable économiquement parlant, si vous ne récupérez pas de dividendes à la fin de l'année, il y a une déduction de 4 ou qui peut aller à 4,5 pour les PME
sur l'impôt, donc sur la société. Par exemple, vous avez un résultat de 50 000 euros. Si les associés décident de ne pas distribuer de dividendes, ben, l'année prochaine, sur le calcul de l'IRS de l'année en cours, vous pourrez déduire 2 250 euros, dans ce cas concret des 50 000, du bénéfice imposable. Donc, en fin de compte, c'est un outil qui vous permet de garder plus de trésorerie au sein de la société pour donc, les années qui suivent et des potentiels investissements. Il y a également un autre outil qui existe dans le cas un petit peu plus tourné vers le développement des entreprises, la recherche et l'innovation. Donc, pour que les process des sociétés, les outils et les avancements soient de plus en plus à la hauteur du 21e siècle. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'outils qui automatisent les process pour que l'élément humain et l'accompagnement humain soient de plus en plus utilisés pour ce qui est utile et pas pour des process qu'on peut automatiser. Donc, pour les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement et euh, qui développent des outils ou des solutions qui leur permettent de grandir, ils peuvent récupérer jusqu'à 32,5, ou même si c'est quelque chose de récurrent sur plusieurs années, donc si vous avez des projets à long terme où les dépenses sont sur plusieurs années fiscales, ça peut aller jusqu'à 82,5% de ces dépenses qui peuvent être données en crédit d'impôt sur l'IRC de la société. Donc là, on a un exemple un petit peu pour vous donner plus de visibilité. Si un groupe pharmaceutique investit 50 000 euros dans un logiciel qui est destiné à développer un nouveau médicament, il peut soumettre une candidature à l'ANI, puisque celui-ci, contrairement aux précédents, les précédents, il n'y a pas besoin de candidature, alors qu'ici, oui, il faut faire une candidature à l'Agence nationale de l'innovation pour que le crédit d'impôt soit validé. Donc, il y a pas mal de sociétés, on a des partenaires dans ce sens-là aussi, qui peuvent vous accompagner, analyser est-ce que vous êtes éligible, est-ce que les projets que vous avez sont éligibles à ce type d'aide pour faire après la candidature et vous permettre de récupérer ce crédit d'impôt. Donc ça, c'est des choses à ne pas ignorer parce qu'effectivement, ça peut représenter beaucoup en termes de trésorerie et de développement de la société. Pour la rémunération des dirigeants, pourquoi est-ce que j'en parle? Ça paraît un sujet très basique. En réalité, vous pouvez avoir un salaire ou récupérer des dividendes, mais il y a quelques éléments à prendre en compte. Et des fois, la formule n'est pas... donc la réponse n'est pas OK, je vais récupérer tout en salaire parce que j'ai besoin de cotiser, ou je vais récupérer en dividende parce que je ne veux pas cotiser au Portugal. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Une des choses à prendre en compte, c'est que le gérant au Portugal est obligé de cotiser. Il y a une cotisation minimum à la hauteur de 186 euros par mois. Par contre, il y a une façon de ne pas payer cette cotisation. Donc, il faut être attentif à ce genre de sujet pour demander l'exonération. Et donc, dans ce cas, quelle est la solution qui existe? C'est si le gérant a déjà un salaire dans une autre société ou s'il cotise quelque part, même dans l'Union européenne, il suffit de demander, par exemple, en France, à l'URSSAF, un formulaire qui est le formulaire A1 qui prouve que vous cotisez déjà et donc vous êtes exonéré de cette dépense. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé à cotiser si vous n'avez pas de salaire. Par contre, si vous avez un salaire, là oui, les cotisations sont obligatoires. Comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, l'employeur paye 23,75 sur le salaire en cotisation. Le salarié en déduit 11%. Donc en réalité, une charge pour un gérant qui est l'employeur et le salarié en même temps est de 34,75. Donc, quel est l'avantage d'avoir un salaire? Si l'objectif, c'est de réduire le bénéfice imposable et d'avoir un revenu mensuel pour faire face à vos dépenses, bien sûr que c'est plus intéressant d'avoir un salaire, puisque le salaire est déductible et il est considéré dans vos coûts de l'activité. Alors que quand on parle de dividendes, non, puisque les dividendes sont distribués après avoir payé l'impôt sur le revenu des sociétés et ils ne vont pas être pris en compte dans vos dépenses. Donc tout l'argent que vous récupérez en dividendes ne sera pas déduite de votre bénéfice, alors que les salaires, oui, parce que le salaire, c'est considéré un coût nécessaire au développement de l'activité. Donc, si votre objectif immédiat, j'ai beaucoup de bénéfices, je veux réduire un petit peu le bénéfice imposable, et en plus, pour une quelconque raison, j'ai besoin de cotiser parce que je dois avoir le droit au chômage s'il y a quoi que ce soit, ou un congé paternité, donc là, il y a des obligations de cotisation à la sécurité sociale, c'est plus intéressant pour vous de passer par un salaire. Également, si vous bénéficiez d'un régime fiscal favorable. Quand je dis favorable, c'est par exemple l'IRS jeune pour les moins de 35 ans ou l'IFICI ou l'ancien RNH. C'est des régimes fiscaux qui sont intéressants et qui donnent des avantages pour les salaires et non pour les dividendes. Donc, pour les personnes qui ont des avantages de ce type, ça n'a pas de sens de récupérer des dividendes, puisqu'à la fin, ils ne vont pas profiter des avantages et du régime fiscal qu'ils ont, puisqu'ils vont payer la flat tax de 28%, par exemple, sur les dividendes, au lieu de, dans le cas du RNH, payer maximum 20% un salaire, ou dans le cas de l'IRS jeune, au lieu d'être exonéré, de payer de l'IRS. Donc, il faut vraiment analyser au cas par cas.
Des fois, on a des cas de clients qui nous disent, ah, mon ami m'a dit que c'était mieux que je récupère des dividendes. Il n'y a pas de formule secrète, il faut analyser même le foyer fiscal. Un exemple concret, si vous êtes marié, vous avez des enfants et votre mari ou épouse a un salaire qui dépasse les 80 000 euros par an, vous vous retrouvez en termes de foyer fiscal dans le taux d'imposition maximum au Portugal, qui est de 48%. Donc pour vous, ça ne va jamais être intéressant de récupérer une rémunération en salaire. Pourquoi? Parce que vous allez payer 48% sur le salaire, puisque ça va être englobé dans les revenus du foyer à la fin de l'année. Alors que si vous récupérez en dividende, ben, maximum, vous êtes à 28%. Donc là, vous gagnez, rien qu'avec cette décision, vous gagnez 20% sur vos salaires, sur vos rémunérations. Donc c'est ce type d'analyse qu'on arrive à vous aider à faire. Regardez la réalité de la société, votre foyer fiscal et qu'est-ce qui vous intéresse. Des fois, l'idéal, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, déclarer le salaire minimum via la société pour avoir quand même quelque chose à déduire, pour cotiser au minimum. Le salaire minimum ne vous fait pas payer d'IRS, donc il n'y aura pas d'impact en termes d'impôt sur le revenu. Mais en parallèle, vous ne retirez pas autant de trésorerie de la société. Si vous voyez qu'à la fin de l'année, parfait, j'ai fait des bénéfices, ça m'arrange et c'est intéressant pour moi de récupérer des dividendes, vous payez la flat tax de 28. Et en dépendant des revenus que vous avez, ça arrive, il est ça peut arriver que quand vous déclarez lors de votre déclaration de revenus annuelle les dividendes que vous avez perçus, vous pouvez récupérer un peu d'argent sur la flat tax que vous avez payée. Mais ça va toujours dépendre de combien vous avez déclaré en totalité de revenus au niveau du foyer fiscal. Donc, il y a plein de particularités à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien être accompagné pour comprendre ce qui vous intéresse le plus. Comme je vous disais, les dividendes, une fois que l'impôt et les contributions ont été payés au sein de la société, vous enregistrez les comptes et vous pouvez percevoir des dividendes en tant qu'associé. Mais là, vous avez le taux d'imposition de 28. Donc, vous ne payez pas de cotisation sociale là-dessus. Donc, ça, c'est positif, contrairement au salaire. Par contre, ça ne va pas être considéré dans les coûts de la société. Et comme je vous disais, si vous êtes résident au Portugal et vous déclarez ces dividendes perçus dans votre déclaration annuelle, vous pouvez potentiellement payer moins, puisque si vous faites cela, ça permet que seulement 50% des dividendes vont être pris en compte comme revenus au lieu des 100% que vous payez au moment de la flat tax. Donc c'est un petit peu un incentive de l'État pour avoir plus de visibilité sur les revenus des contribuables si vous reportez tous vos revenus lors de la déclaration annuelle pour équilibrer le taux d'imposition de votre revenu. Pour vous motiver à ça, seulement 50% des dividendes sont pris en compte pour les paiements d'impôts. Donc, c'est intéressant de sortir du cash après les impôts, surtout si le taux d'imposition du foyer est supérieur à 28. Si ce n'est pas le cas, voire c'est peut-être plus intéressant pour vous d'avoir des salaires. L'idéal, comme je disais, c'est combiner des salaires et des dividendes pour optimiser autant l'impôt de l'entreprise comme l'IRS personnel. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des essentiels, en tout cas à savoir, et des sujets qui reviennent très souvent au quotidien pour les entrepreneurs. On a quelques minutes, si vous voulez, pour des petites questions.